Retour au plateau avec nos chers invités. Fioclou Messan, attendez-nous. Il est le directeur de publication de l'Enquêteur. Et puis Horace Tonkovi, activiste panafricain. On va parler de la Guinée-Conakry avec le fil d'Ariane de l'opposition guinéenne de Conakry, Seloun Danan Diallo, qui est libre de ses mouvements. C'est une bonne chose pour apaiser les tensions. Mais le chef de l'opposition dit ce n'est pas une revendication. Ma revendication, c'est le fait que j'ai eu à gagner les élections face à Alpha Condé. Bon, le fait qu'il soit relâché, pour moi, c'est un épiphénomène. Hein. En fait, comment dirais-je, Alpha Condé a gagné les élections selon la CENI. Les Occidentaux, c'est le même processus. Hein. Bon, les Occidentaux ont dit, nous prenons note. Ils sont un peu mesurés par rapport à ce qui se passe en termes de violence au niveau de la Guinée. Généralement, quand ça se passe comme ça, bon, on a laissé Seloun Danan Diallo. On va envoyer des observateurs, des médiateurs, qui vont venir un peu de partout. Et après, lorsqu'on aura fini de réprimer pour une centième fois les jeunes qui sont dehors, on va proposer sûrement à ce qu'il intègre un gouvernement d'union nationale, ainsi de suite, et tout ça. Et pendant ce temps, après, bon, on va reconnaître officiellement, parce que il va avoir confirmation des résultats. Et tant mieux pour la bauxite et les autres ressources qui peuvent partir en paix de la Guinée. On dit souvent, l'argent n'aime pas le bruit. Donc, je pense que la démarche est de faire en sorte que très tôt en Guinée, il n'y ait plus de bruit pour que l'argent puisse s'évader en paix. Sinon, je ne suis pas très étonné pour Seloun Danan Diallo. Je ne suis absolument pas étonné. La seule chose qui m'a étonné dans le processus, c'est que je ne m'attendais pas à ce que pratiquement 24 heures après les élections, qui se proclame président. En sachant très bien que cela allait entraîner un certain nombre d'échauffourées entre ses partisans et le parti au pouvoir. Ça, je ne m'y attendais absolument pas. C'était la première fois, je pense, que je voyais ça sur le continent. Généralement, on attend un peu plus. Mais voilà, je pense qu'il a essayé une stratégie. Elle n'a pas abouti. Si ce n'est qu'il y a des experts qui reconnaissent que oui, dans telle ou telle région de la Guinée, il y a eu un problème de vote, un problème de résultat, il y a eu des fraudes, il y a eu un problème. Ok, maintenant, est-ce que cela va faire que l'on recommence l'élection présidentielle comme cela s'est passé, je ne sais plus dans quel pays de l'Est, on a annulé. Ça, je doute qu'on annule les élections. Il a demandé. Voilà. Je me dis qu'on va limite réajuster les chiffres. Donc, c'est-à-dire, si je ne sais pas combien de pourcentage Alpha Condé... Il a 59, plus de 59%. Voilà. 59,60. Il a 59,60. Danan Diallo à 33, quelque chose. Voilà, donc on va réajuster les chiffres. Après, on va dire non, au final, c'était pas 59, c'était 45. Et puis bon, voilà. Donc, ce qui est triste, c'est que limite, on n'a même pas besoin d'attendre les élections pour avoir une idée de comment ça va se passer et ainsi de suite. Et c'est dommage. C'est dommage pour la démocratie africaine. Fioclou, les forces de l'ordre avaient encerclé la résidence de Seloun Danan Diallo. Elles se sont repliées, permettant à l'opposant de tenir une conférence de presse. Et le frère a parlé d'un gouvernement de large union. Est-ce que vous voyez Seloun Danan Diallo accepter cela? Non, Seloun Diallo a été confiné. Parce qu'il a réclamé être vainqueur. Et c'est la délégation UA, ONU, CEDEAO qui a demandé au pouvoir en place de le libérer. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Néanmoins, 2 de ses adjoints ont été arrêtés. À la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si eux aussi sont libres de leur mouvement. Ce qui est sûr, ce qui s'est passé en Guinée le 18 octobre dernier n'est vraiment pas une élection. Parce que... Expliquez-vous. Dans le code électoral, il est dit qu'aucun bureau de vote ne doit être situé à 10 km. Le rayon dans les régions, c'est 5 km. Aujourd'hui, ils ont mis des bureaux de vote à 10 km. Au niveau de la capitale, c'est autour de 2 km. Au niveau de la capitale, ils ont mis 5 km. Et les votes, dans plusieurs milieux, on a parlé de fraude massive. Et ce qui est pire encore, au niveau de la CENI, des gens ont écrit pour dire que la compilation des résultats
n'est pas bonne, n'est pas celle-là. On sait aussi que le vice-président a démissionné. Que déjà, au plus de 4 vice-présidents ont démissionné compte tenu de ce qui se passait à la CENI. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas adhéré à cette fraude massive. Et c'est pourquoi Cellou Diallo parlait d'annulation des résultats. Il s'est proclamé vainqueur le même jour parce que, d'après ces informations, il avait dit qu'il suit les décomptes zone par zone. Et les résultats en sa possession lui permettent de dire qu'il est le vrai vainqueur. Or, il a oublié que le président Condé a toiletté la Constitution pour se faire réélire. Et il ne peut pas se permettre ce luxe pour être déclaré vaincu. Il doit être déclaré vainqueur. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, en Guinée, il y a plusieurs morts. Il y a des blessés comme en Côte d'Ivoire. Ce sont des pays voisins. Et c'est quelle histoire? Histoire de 3e mandat. Or, il est toujours dit que le fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui vote pour aller dans ce fauteuil. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, ça aura des retombées négatives. C'est-à-dire, le lien entre les Peuls et les Malinqués est toujours coupé en deux. Les Malinqués ont brutalisé les Peuls ont brutalisé les Malinqués. Or, Alpha Condé, compte tenu de son rang de professeur, devait faire autre chose que ça. Moi, ça me fait de la peine que les choses n'ont pas été faites de la bonne manière pour qu'on dise qu'aujourd'hui, Alpha Condé est nommé vainqueur et que Cellou Diallo prenne son téléphone, puisse l'appeler et le féliciter, comme on le trouve dans certains pays de l'Afrique, comme au Ghana ici. Il s'appelle pour dire que voilà, je reconnais ma défaite, etc. Je vous fais voilà. Mali, on a vu ça. Et les violences et autres qui ont suivi avant les élections et après les élections font que même s'il a vaincu régulièrement, ça ternit son image. Maurice, vous ne pensez pas que Cellou Diallo n'a pas été dans l'extrapolation? Parce que quand vous critiquez aujourd'hui la CENI et autres, l'opposition, le reste de l'opposition l'avait aussi appelé. Il s'est présenté aux élections sachant, comme Fioclo l'a dit, que Alpha Condé sera vainqueur. Non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand on parlait de la Côte d'Ivoire. C'est que dès la base, les acteurs disent le processus est vicié. Et lorsqu'ils disent le processus est vicié, on leur oppose deux choses, on leur oppose deux choix. Soit vous boycottez, les élections auront lieu et il y aura un genre de satisfecit bricolé pour le représentant du pouvoir, ou soit vous participez à ces élections, mais de toute façon, comme le processus est vicié, vous perdrez les élections. Et après, justement, on vous dira, mais vous êtes duplice, vous êtes complice d'y avoir participé. C'est actuellement, dans la plupart des partis d'opposition africains, c'est ce qu'on leur propose. Donc, pour le cas de, de la Guinée, d'Alain Diallo, il aurait pu faire le choix de ne pas y participer. Mais en ce moment-là, les élections se seraient passées et on aurait dit que Alpha Condé a été plébiscité. Il y avait 13 candidats. Il y avait 13 candidats. Exactement. Donc on dira, mais écoutez, oui, vous êtes une frange, parce que c'est là où toute la syntaxe est vicieuse. On dira, oui, vous êtes une frange de l'opposition. Vous ne participez pas, mais il y a eu d'autres candidats. Et vu qu'il y a eu d'autres candidats, l'élection se tient. Et le président a été plébiscité. C'est là où Cellou Diallo s'invite. Donc c'est pour ça que je dis, je pense à mon sens qu'il s'est invité. Effectivement, il a compilé, effectivement, je pense en 24 heures, ce qui était d'ailleurs assez étonnant. Il a revendiqué les résultats en disant qu'il avait gagné. Mais je pense que sciemment, il a voulu vicier la victoire de Alpha Condé. Parce que là aussi, ce sont deux hommes politiques qui se connaissent. Donc, il a voulu vicier la victoire d'Alpha Condé de façon à ce que celle-ci soit empreinte de... Donc, c'est un mandat, oui, qui va commencer, mais c'est un mandat entaché d'énormément de choses. D'autre part, il y a quand même des interrogations parce que je pense que tout juste avant l'élection, il y avait un mouvement au niveau de l'armée guinéenne dont on s'est pas trop attardé, on n'en a pas trop causé, ainsi de suite et tout ça. Mais on a tué un chef-corps
Voilà. On a voulu tuer un deuxième qui a fui. Et on a sorti la garde présidentielle dans tous les coins de rue à Conakry. Voilà. Et on ne sait pas aujourd'hui ceux-là qui ont sorti les armes pour commettre ces forfaits. Ah, mais c'est... Oui. Alors, l'armée, on ne sait jamais. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les armées africaines, il y a toujours quand même un corps d'élite. Et généralement, c'est la garde présidentielle, c'est-à-dire c'est les personnes le plus rapprochées. Et après, il faut quand même ajouter tout ce qu'il y a comme armée internationale, mercenaires internationaux qui viennent renforcer la garde du président. Et voilà. Alors, en Afrique, généralement, il y a toujours cet appui... comment dirais-je, voilà, il y a un appui étranger qui soit diplomatique et tout ça. Donc le simple fait que Alpha Condé ait pu se représenter sans qu'il y ait une trop forte contestation, et on le voit d'ailleurs même en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, où il y a pas on se prononce pas trop, on essaie de voir un peu comment ça va se passer avant de prendre une... Il y avait la protestation, il y avait les mouvements, il y avait des marches. Non, oui, en Guinée-Conakry, il y a eu de la protestation, il y a eu des marches, c'est vrai. Il y a eu de la répression. On a eu même des femmes qui ont été réprimées pour simplement avoir réclamé le corps de leurs enfants disparus. Mais à aucun moment, M. Alpha Condé n'a été pénalisé fortement pour cela. Et lorsqu'il dépose sa candidature, il n'y a pas de grosse pression pour le forcer à ne pas le faire. Il n'y a même pas de grosse pression pour ne pas le forcer à ne pas changer la Constitution. Donc à un moment, au niveau des acteurs étrangers, il y a un double jeu, dans le sens où parfois on va se revendiquer d'une certaine forme de démocratie pour, comment dirais-je, pénaliser certains dirigeants, et parfois on va être beaucoup plus flexible en prétestant de l'intégrité, disons de la souveraineté des États, pour leur laisser faire certaines choses. Donc en Côte d'Ivoire et en Guinée, pour moi, c'est à peu près les mêmes exemples. Et justement, le fait que Alpha Condé ait pu remporter son élection, pour moi, n'encourage pas à M. Ouattara à être beaucoup plus flexible avec son opposition, surtout qu'il a nettement moins de remous en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Donc, on voit une position tranchée aujourd'hui de Alpha Condé, de Cellou Dalein Diallo, et on a l'impression que cette mission de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO a échoué véritablement. Pour vous, quel sera l'avenir de la Guinée-Conakry? Non, puisque la chef de la délégation de la CEDEAO, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Madame Charoué, a bien dit que le référendum est fait, le vote est là, les résultats sont annoncés. Et il faut se conformer à ce qui est fait. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de marche arrière. Alpha Condé est déclaré président de la République de Guinée, il l'est et il le demeurera. Il va prêter serment, Cellou Diallo va rester dans son opposition. Mais pour devoir de mémoire, j'affirme ici que en 2010, il avait 44%. Et Alpha Diallo et Condé avait 18%. Okay. 6 mois après, on a fait l'élection, l'autre là a renversé et a gagné au deuxième tour. Donc tout ça, vous-même, vous imaginez ce qui s'est passé derrière pendant tout ce temps pour qu'on en arrive là. Et si on dit qu'en Afrique, il y a toujours des forces extérieures qui donnent des instructions au niveau des élections, personne ne peut contester aujourd'hui. Parce que nous sommes indépendants, mais nous devons toujours beaucoup de choses à nos colonisateurs. Vous avez un mot, juste 30 secondes. Le mot, ça serait que c'est dommage pour la démocratie africaine, parce que c'est le même chemin qui se perpétue et qui est devenu à la mode. Donc malheureusement, ça ne donne l'image d'une démocratie africaine qui ne peut éclore que par un certain type de violence. Un peu comme ça s'est passé au niveau du Burkina, ça s'est passé dans d'autres pays. C'est-à-dire il faut à chaque fois peut-être qu'il y ait une intervention de l'armée, en tout cas une intervention forte pour pouvoir remettre les choses en place. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose de souhaitable et d'exemplaire, parce qu'il s'agit de vies humaines. La preuve, comme on dit, il y a eu quelque chose au Mali.
il a fallu que la population sorte, que l'armée l'appuie. Au Burkina, il a fallu que la population sorte, que l'armée l'appuie. Donc, que peut-on demander aux Guinéens? Faut-il encore que la population sorte et que l'armée l'appuie? Voilà, c'est dommage. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception dans le sens où, déjà au niveau de l'armée, il y a quand même un certain type d'instabilité. Ce n'est pas tout, ce n'est pas ce n'est pas clair dans tout ça. On espère que la Côte d'Ivoire ne reverse pas dedans. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment en Afrique, on ait des processus tels que cela se passe au Ghana, où on peut avoir une alternance et que les gens puissent comprendre qu'au sein d'un même parti, on peut se passer le relais. On va marquer une petite pause et on revient au Togo pour parler de ce procès pétrolier.